Bonjour. Donc, comme on l'a vu ces dernières semaines avec les textes de Katagiri Roshi, quand on regarde l'état du monde, on peut se sentir découragé. Alors, pour se réencourager, j'ai choisi aujourd'hui de parler à partir de cette belle expression de Johanna Massey Roshi, l'espérance en mouvement. Alors, j'ai tout spécialement choisi un texte d'elle aujourd'hui parce que c'était une enseignante formidable qui a écrit des livres formidables. Je donne par exemple une partie de sa bibliographie et parce qu'elle a été, elle a posé en fait les bases de l'écologie spirituelle. Et je voudrais lui rendre hommage un peu aujourd'hui à travers un passage d'un de ses livres qui s'appelle, un livre qui existe en français d'ailleurs, pardon, qui s'appelle L'espérance en mouvement. Comment faire face au triste état de notre monde sans devenir fou. Donc, elle nous parle de changement et elle nous parle de ce que nous aimerions voir changer dans le monde. Et elle le fait d'une façon très fine, avec une différence entre l'espoir. L'espoir, ce serait quand on entre dans quelque chose, quand on commence à vouloir réaliser un changement parce qu'on a un but et que ce but nous semble atteignable. Ça nous semble possible de faire bouger les choses pour que ce qu'on souhaite arrive. Donc, le problème, c'est que si ça ne nous semble pas possible de faire advenir les choses qu'on souhaite, eh bien, nous allons être découragés et nous n'allons pas bouger du tout. En face de cela, elle présente ce qu'elle nomme l'espérance en mouvement. Nous agissons pour faire advenir une vision et nous ne nous décourageons pas devant le fait que peut-être nous ne verrons pas la réalisation de notre aspiration, nous ne verrons pas ce monde meilleur vers lequel nous tendons. Et je trouve que c'est très important de prendre conscience de cette différenciation. Est-ce que nous sommes seulement prêts à bouger parce que nous voyons un but atteignable, ou bien est-ce que nous sommes prêts à entrer dans une vision plus large? Et ça, c'est la première question qu'elle pose et elle nous donne l'idée d'un processus pour nous aider à faire ce choix. Et en complément, parce que j'étais en train de lire ce livre, j'ai choisi un passage du livre de Cynthia Fleury, pardon, la clinique de la dignité. Parce que la question, c'est quel est le déclic qui va nous pousser à nous mettre en chemin, qui va faire que ce qu'on acceptait, bon, accepter, c'est pas le mot juste, ce avec quoi on vivait en quelque sorte avant, et c'était là et on faisait rien. Et puis un jour, ça nous semble inacceptable. Donc, il me semblait que les paroles de Cynthia Fleury étaient un bon miroir, une bonne conclusion pour les interrogations de Massey Roshi. Donc, point de départ assez exigeant de Massey Roshi qui nous dit « Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons choisir notre réponse. » Alors, c'est assez difficile à entendre ça parce que je crois que souvent nous avons l'impression que nous n'avons pas de choix. Et pourtant, c'est indiscutable. Nous ne pouvons pas, souvent, peut-être même la plupart du temps, choisir les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Mais ce sont les solutions qui vont faire la différence dans notre vie. Ce sont les réponses que nous donnons qui vont déterminer la suite de cette situation et de notre vie. Elle nous dit, confrontés aux défis qui nous dépassent, nous pourrions penser que nos actions ne comptent pour pas grand-chose. Pourtant, le genre de réponse que nous donnons et l'intensité de notre engagement dépendent de la façon dont nous envisageons l'espérance. Par exemple, on peut être profondément inquiet de l'état du monde, horrifié par ce qui se passe, tant au niveau des guerres que des destructions des espèces animales et de la terre, et se dire à quoi bon si ce que je fais ne peut pas changer la direction dans laquelle nous sommes engagés. Mais elle insiste, nous devons garder l'espérance. Et elle dit que le mot espérance a deux significations très différentes. La première signification repose donc sur l'espoir, quand il semble tout à fait possible que le résultat attendu se réalise. Donc ça paraît bien, on se dit on va faire telle et telle chose et ça va changer la situation. Mais si nous avons besoin de ce genre d'espoir avant de nous engager dans une action, dans les domaines où nous n'évaluons pas nos chances de réussite de façon positive, eh bien, nous ne donnerons pas de réponse. Donc, si on se dit ça ne va pas marcher, ça ne va pas faire bouger les choses, eh bien, nous n'avons aucune raison pour essayer d'intervenir. Donc, on se désespère, mais on ne fait rien. La seconde signification touche à l'aspiration. En fait, à quoi aspire-t-on? Vers quel monde meilleur aspirons-nous de vivre?
Quand on se demande vraiment ce qu'on aimerait voir se passer dans notre monde, on peut décrire l'avenir auquel on aspire. On n'est pas du tout sûr de pouvoir le réaliser, mais on décide de faire le premier pas quand même. C'est par cette sorte d'espérance que commence notre voyage. Définir notre espérance et savoir ce que nous aimerions profondément qu'il arrive. Toute la différence est entre un espoir passif, je ne verrai pas la fin, donc je fais rien, et l'espérance en mouvement, c'est-à-dire participer à l'action pour réaliser cet espoir, cette vision, cette aspiration, même si on sait qu'on n'en verra pas la fin probablement. Donc, plutôt que regarder la fin, savoir si elle est vraiment possible avant de nous engager, eh bien, nous regardons notre aspiration, nous regardons ce que nous souhaitons pour le monde et nous y allons. L'espérance en mouvement est une pratique, comme le tai chi ou le jardinage, c'est quelque chose que l'on fait et non pas quelque chose que l'on a d'avance. Donc, comme disait Katagiri Roshi, allez-y, allons-y, mettons-nous en mouvement avec espérance, même si nous ne pouvons pas attendre que le monde accomplisse complètement nos rêves et nos désirs et devienne comme nous le souhaitons, sans nous décourager si le but nous semble lointain. Et du coup, j'ai gardé, puisque ces dernières semaines, j'en ai parlé, j'ai gardé en tête les paroles de Katagiri Roshi qui nous disait « Originellement, nous sommes paix ». Et pour moi, les deux textes se croisent, ceux de Katagiri Roshi et celui de Johanna Macy, parce que il n'y a pas de respect et d'amour pour le vivant, pour les êtres, pour la terre, sans la paix véritable dont parlait Katagiri Roshi. Et il n'y a pas de paix véritable sans respect et amour pour la terre, pour le vivant et pour tous les êtres sensibles. Donc pour moi, ces deux textes sont complémentaires parce qu'ils parlent de la même chose, vivre dans la paix et prendre soin de tous les vivants et de tout ce qui nous permet de vivre. Donc, on va, pour revenir au texte de Johanna Macy, Roshi, donc on va d'abord poser ce qu'on souhaite, quelle est notre aspiration pour notre vie et pour le monde, et puis on va entrer dans un processus qui est ainsi décrit par Macy Roshi. Un processus en 3 étapes, et ce qui m'intéresse, c'est que nous pouvons l'utiliser dans n'importe quelle situation, donc cette situation vaste par rapport au monde dont elle nous parle, mais aussi dans des situations personnelles. Donc, il y a 3 actions principales. Premièrement, prendre conscience de la réalité telle qu'elle est. Alors ça, c'est vraiment déjà difficile, ce regard clair. Avoir conscience de la réalité telle qu'elle est et non pas la réalité vue à travers nos rêves ou nos cauchemars ou nos attentes, etc. Ça, c'est la première chose, la clarté de la vision, la réalité telle qu'elle est. Deuxièmement, identifier ce vers quoi nous souhaitons aller et exprimer les valeurs qui nous tiennent à cœur. Donc là aussi, il y a une clarté d'identifier ce vers quoi nous voulons aller, ce à quoi nous aspirons. Voilà, c'est pas une chose vague et floue, non. Il faut avoir quelque chose de clair et mettre dedans les valeurs qui sont les nôtres et auxquelles nous aspirons. Et troisièmement, nous mettre à suivre cette direction, une fois qu'elle a été établie clairement, et s'adapter à la situation présente. Et ce mot s'adapter, ça m'intéresse, il est vraiment important, parce qu'il dit à la fois que nous sommes en mouvement, mais de façon réaliste, avec les choses vues à travers un regard clair. Et cette clarté, c'est ce qui ressort pour moi de ce processus. Clarté de voir à l'intérieur, clarté de voir à l'extérieur et clarté des moyens à utiliser. Donc, elle continue, puisque l'espérance en mouvement ne requiert pas notre optimisme, puisqu'on n'est pas sûr d'avoir la fin, mais par contre, on a une vue claire et une décision importante. Donc, l'espérance en mouvement, nous pouvons même l'appliquer dans des domaines que nous considérons sans espoir, parce que la force motrice est l'intention. Nous choisissons ce que nous voulons susciter ou exprimer, ou bien le rôle que nous voulons jouer dans le monde. Et elle a cette jolie phrase, elle dit « Nous ne le faisons pas de façon comptable, en mesurant nos chances de réussite, ce qui nous amènerait à agir seulement lorsque nous avons l'espoir de la réussite, mais nous nous concentrons sur notre intention et nous prenons cette intention pour guide. » Comme vous le savez, l'intention, c'est une des règles de base dans le bouddhisme. C'est la 2e branche de l'octuple sentier, l'intention juste. Il y a d'abord la vue juste, donc cette clarté, et puis l'intention juste. Et il y a 3 branches dans l'intention,
Et je vais parler seulement des deux dernières. D'abord, il y a l'intention de renoncement, ensuite l'intention de bienveillance et enfin l'intention de ne pas blesser. Et c'est à partir de ces deux choses, l'intention de bienveillance et l'intention de ne pas blesser, que nous pouvons décider d'agir, de nous mettre en mouvement. Donc j'arrive là à la seconde partie, c'est qu'est-ce qui va nous faire agir? Qu'est-ce qui va nous mettre en mouvement? Qu'est-ce qui va faire que nous allons décider de nous mettre en marche? Alors, c'est là l'extrait donc de Cynthia Fleury. Voici ce qu'elle dit, et de façon très réaliste, je trouve. Aussi longtemps que le fardeau du changement peut être assumé par un autre, la personne aura tendance à déléguer sa responsabilité à autrui. S'il est facile d'identifier les raisons du changement, il est en revanche extrêmement complexe de définir à l'avance la nature de tel ou tel déclic. Un déclic qui fera que ce qui est désormais considéré comme inacceptable était jusqu'à l'instant T-1 encore jugé possible. Telle est la complexité des temporalités humaines, qu'elles soient individuelles ou collectives. Il ne faut parfois qu'une seconde pour changer, mais il faut une vie entière, parfois, pour produire cette seconde. Donc voilà, il faut regarder un peu comment produire cette seconde, comment produire ce déclic qui va nous faire passer de ce qui était considéré comme possible à considéré comme inacceptable à ce moment-là. Comment est-ce que nous allons quitter notre palais confortable pour entrer dans la forêt et suivre notre aspiration? Comment est-ce que nous allons suivre le Bouddha jusqu'à l'arbre mort au bord de la route? Un pas, un pas, un pas, et puis nous changeons le monde et nous ne verrons peut-être pas ce monde changer, mais nous gardons notre espérance en mouvement. Massey Roshi dit ceci: dans le bouddhisme, il n'y a pas de mot pour désigner l'espoir, parce que l'espoir nous éloigne du moment présent. Le moment présent, aussi bref soit-il, est un cadeau, un choix qui s'offre à nous. Donc, ce choix de l'espérance en mouvement pour une paix véritable, eh bien, il est devant nous à chaque instant. Merci.